Aujourd'hui, notre invité est un voyageur, un reporter des arts martiaux. Il est parti à Okinawa, berceau du karaté. En Chine, au temple Wudong pour la pratique du tai chi. Aux Philippines, au Vietnam, au Japon, aux États-Unis. Bref, vous l'aurez compris, notre invité vit et partage sa passion avec ceux qui veulent bien le suivre. Alors restez avec nous pour cette nouvelle causerie. Bienvenue dans ces causeries du sport, dans cette série consacrée aux arts martiaux et sports de combat. Nous sommes aujourd'hui avec Lionel Froidure, expert en karaté et en harnisse. Il produit aussi des reportages sur les arts martiaux et il a avec nous sur notre plateau les causeries. Bonjour Lionel. Bonjour Emmanuel. Ouais, ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Alors Lionel, s'il vous plaît, Lionel Froidure, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Donc Lionel Froidure, je suis né à Toulouse, je suis un produit toulousain. Donc, du stade toulousain, le rugby forcément. Mais je suis né dans le karaté quasiment parce que mes deux parents sont enseignants d'arts martiaux et donc je suis un petit peu né dans les arts martiaux. Et cette passion, a commencé à quel âge? Alors, je ne pourrais pas dire de passion. J'ai pris l'habitude de suivre mes parents parce qu'ils étaient sur le tatami. Je les ai suivis. Et j'étais dans les premiers cours enfants à l'époque, parce qu'il n'y avait pas trop de cours enfants, c'était plus pour les adultes. Et j'ai commencé comme ça. Les premiers cours, je les ai faits, c'était dans des cours adultes. Mon père me mettait dans un coin et je regardais. Il me dit, tu regardes, tu essayes de faire pareil, mais tu ne fais pas de bruit. Donc, et à partir de là, il y a des cours enfants qui ont commencé à arriver. J'ai suivi, mais je suivais parce que c'était familial. Tout le monde était là, donc je faisais ça. Je n'étais pas sur un stade, j'étais sur un tatami. Et c'est vraiment quand j'ai commencé la compétition combat que là, j'ai vraiment ressenti un besoin de m'exprimer et une vraie passion qui a commencé à vraiment grandir. Mais surtout, je dirais vraiment une envie de m'exprimer, de me retrouver en tant que jeune adolescent et de pouvoir gagner des compétitions, d'avoir des rêves, de faire plein de choses. Et à partir de là, je suis rentré dans la compétition et puis la passion s'est vraiment installée. C'était du karaté, c'est ça? Exactement. Et je crois que vous étiez aussi en équipe de France de karaté. Oui, alors c'était mon rêve quand j'ai commencé les compétitions. Là, je suis arrivé dans les premières compétitions, c'était en minime. Et il fallait dire qu'à l'époque, les compétitions combat, les championnats de France ne commençaient qu'à partir de cadet. Et avant cadet, c'est-à-dire avant, c'était cadet, c'était 16-17 ans. Avant, il n'y avait pas de championnat de France. Donc, il n'y avait pas de sélection internationale, il n'y avait pas d'équipe de France, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait que des petites compétitions. Et c'est là où je me suis dit, en fait, mon rêve, c'est de monter sur le podium des championnats de France et de rentrer en équipe de France. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au premier championnat de France, juste avant, je m'entraînais énormément. Et à l'âge de 16 ans, je suis monté pour la première fois sur le podium. J'ai fait vice-champion de France. Et j'ai été recruté pour faire partie de l'équipe de France. Et cette année-là, sur cette même saison, je suis parti au championnat d'Europe. Et par quoi ce travail sportif de haut niveau, à quel moment vous vous dirigez vers l'enseignement? Donc j'ai continué à être en équipe de France jusqu'en junior, donc de cadet, junior, jusqu'à la fin des juniors. Après mon parcours scolaire, j'ai arrêté assez rapidement, donc je suis parti à l'armée, chez les paras, pour ceux qui sont curieux. Et quand je suis rentré, déjà, j'avais plus trop envie de compétition. Et je m'étais rendu compte que je voulais, ce que je voulais en premier quand je rentrais des stages d'équipe de France, donc d'une part, c'était gagner. Mais l'autre grande partie, c'est que je voulais redonner déjà directement aux autres ce que j'avais déjà appris pendant ce stage. Donc si je passais pendant une semaine, je rentrais et là, j'avais tous les conseils, les astuces, les nouveaux exercices, je revenais avec et là, je les partageais. J'avais envie, ce besoin en fait, de le partager. Et j'ai commencé à assister mes parents, j'ai commencé à passer les diplômes à 18 ans d'instructeurs fédéraux et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que j'aime. Et j'ai pris des jeunes, des ados. Quand on a 17 ans, 18 ans et qu'on a des jeunes qui ont 14 ans, tu es en équipe de France et pour eux, c'est waouh, j'ai envie d'être pareil. Ils ne regardaient plus mes parents, ils me regardaient moi, mais parce que ils me voyaient à travers eux, parce que c'était atteignable, parce qu'on était proches en âge.
Et donc je voyais que je pouvais devenir un modèle et de pouvoir les prendre avec moi et les avancer. Et donc c'est là que je me suis dirigé naturellement vers le brevet d'État. Et c'est là où j'ai compris que les études, c'était super important. Parce que quand on n'a pas fait beaucoup d'études, passer un brevet d'État, ça a été très compliqué. Donc je me suis lamentablement échoué la première année. Et c'est grâce à des élèves qui m'ont aidé, qui étaient à la faculté ou d'anciens, qui étaient à la fac, qui m'ont donné des méthodes de travail, une façon de travailler pour que je puisse apprendre pour préparer mon examen et que j'ai repassé après en candidat libre et que j'ai réussi. Donc, et après, j'ai passé le spécifique karaté et là, j'ai commencé à être professionnel des arts martiaux. Professionnel, c'est un bien grand mot, parce qu'à l'époque, on vit pas des arts martiaux. Donc, on a un diplôme professionnel, mais on peut très très peu en vivre. Donc j'enseignais beaucoup et je faisais plein de jobs à côté en tant que jeune pour pouvoir en vivre. Et oui, c'est vrai que c'est la dure réalité des professeurs d'arts martiaux. Souvent, ils font à côté, ils font aussi plein de jobs. Et vous essayez à plusieurs disciplines et après vous mettez à une discipline où il n'y a pas de compétition, c'est de l'Arnis. Pouvez-vous nous présenter l'Arnis et pourquoi après vous dirigez-vous vers cette discipline? Alors, à 14 ans, mes parents ouvrent le plus grand centre d'arts martiaux qu'il y avait à Toulouse. Il y avait 4 grandes salles, il y avait eu 7-8 disciplines. Donc à partir de 14 ans, j'ai baigné là-dedans, j'habitais au-dessus. Et à chaque fois que je faisais mes entraînements, il me restait d'autres jours. Et ces autres jours-là, j'avais envie de m'entraîner. Et donc j'étais curieux, je voulais voir les autres. Donc je suis allé pratiquer les autres. J'ai fait plein d'amis à l'intérieur. J'ai continué à pratiquer beaucoup de disciplines. Il y en avait qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc je me dirigeais vers celle-ci ou plus vers celle-ci. Pendant très longtemps, ça a été du Nyon Tajitsu, donc une forme de Jujitsu. Et j'ai continué. Et puis un jour, je suis parti aux Philippines. Et j'ai découvert les arts martiaux philippins, qui sont connus sous 3 termes, l'Arnis, le Kali ou l'escrime. Donc suivant la région. Ils ont ces 3 termes, mais c'est les arts martiaux philippins. Et j'ai découvert cet art de combat avec des armes. Donc qui est complètement à l'opposé du karaté, qui lui est main nue. L'Arnis, lui, était avec des armes. Donc bâton court, bâton long, couteau, main nue contre arme. Plus après des petites variantes avec des objets par destination qui deviennent des armes. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment un cursus dans ma pratique. Même si je travaillais les armes avant à travers le kobudo, donc les armes traditionnelles d'Okinawa, mais c'était des vieilles armes, des choses assez anciennes. Et dans l'Arnis, j'ai retrouvé quelque chose de très contemporain. Et j'ai rencontré des gens qui avaient fait des duels en place publique, des gens qui vivent et qui ont fait des duels en place publique. Quand on raconte ça en France, c'était il y a très très longtemps. Donc, avec des machettes. Donc là où on se dit, bon, ok, là on est au cœur vraiment de l'art martial, où c'est encore utilisé réellement. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et j'ai vu vraiment ce côté martial. Et dans l'école que je pratique, le doble thérapilone, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Le côté martial. Parce qu'après, il y a d'autres écoles qui sont plus éducatives, parce que c'est enseigné maintenant à l'école. Donc il y a vraiment un côté éducatif, il y a un côté social, un côté ludique. Il y a aussi des compétitions donc, qu'on retrouve, ça se développe, mais ce n'est pas du tout ce que moi je voulais faire. C'était vraiment le côté pur, martial, combatif, vers la survie, plutôt que le côté combat. J'avais déjà vécu la compétition et je voulais en fait combler des trous qu'il y avait dans ma pratique. Eh ben, on va vous montrer 2 photos que vous allez pouvoir décrire. Oui. Donc voilà, je vous laisse décrire les photos. Alors, on va commencer par la première en bas à droite. Donc c'était lors des 24 heures du samouraï, qui était avec Léo Tamaki, organisé par Léo Tamaki et toute son équipe, où je suis intervenu pour présenter l'Arnis dans cet événement qui dure 24 heures. Donc un gros marathon. Je suis en présence d'un ami et maître d'armes, qui est lui aussi, François Guerreri, qui est sur Paris, qui me servait de partenaire. Donc c'est un partenaire de choix et je l'en remercie toujours d'être à mes côtés. Et l'autre, c'est où là, Shoshin, c'est l'esprit du débutant. Donc c'est vraiment cet esprit que j'essaye de toujours cultiver, que ce soit en tant que pratiquant, mais aussi en tant qu'enseignant, de toujours me remettre dans
l'idée et la phase d'apprentissage. C'est qu'on n'est jamais arrivé, on a toujours quelque chose à apprendre. Et d'arriver aussi le jour sur le tatami, pas de se dire je sais, et plus de se dire est-ce que je suis toujours capable de. Donc de remettre le travail, est-ce qu'aujourd'hui j'en suis capable ou pas. Et ça, c'est vraiment le côté vraiment intéressant dans le Shoshin. C'est pas juste aller découvrir de nouvelles choses, mais de se redire est-ce que ce que je faisais hier, est-ce que je suis toujours capable de faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai toujours cette compétence? C'est un bel état d'esprit. D'ailleurs, c'est l'état d'esprit dont on parle beaucoup des arts martiaux japonais. D'ailleurs, vous êtes en tenue de karaté Oui. à ce moment-là, sur cette photo. Puis vous êtes aussi producteur de documentaires sur les arts martiaux. Oui. D'ailleurs, le titre est Enter Martial. Pouvez-vous nous raconter comment est arrivé ce projet? Alors, ce projet, il est arrivé vraiment par... c'était plus un rêve qu'autre chose. C'est arrivé exactement, je m'en rappelle, j'étais dans mon petit appartement en train de regarder un documentaire, une série de documentaires sur la plongée sous-marine, parce que j'adore la plongée sous-marine. Et je voyais ce personnage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle malheureusement, et il voyageait de spot en spot de plongée pour faire découvrir les spots de plongée, mais aussi la culture qu'il y avait autour de ce spot. Donc il est parti sur les Seychelles, il est parti sur Cancun, il est sur la mer Rouge en Égypte. Et à chaque fois, il présentait la culture et le spot de plongée. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse pour remercier les arts martiaux de m'avoir donné la vie que j'ai. Parce que j'ai toujours vécu à travers les arts martiaux, même si j'ai eu des petits jobs, mais qui me permettaient de pratiquer les arts martiaux, qui me permettaient de enseigner, de rencontrer des gens, de commencer à faire des vidéos pédagogiques. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette idée. Je me suis dit, ouais, il faudrait faire un truc sur les arts martiaux pour les remercier, de le faire connaître aux gens, de faire connaître la culture un petit peu, les différents arts martiaux qu'il y a. Et je suis persuadé qu'il y a un art martial pour quelqu'un. Et que si quelqu'un trouvait cet art martial, peut-être qu'un jour, il y aurait peut-être un peu moins de guerre et plus de compréhension entre les peuples. On va essayer de vous mettre un extrait de ces documentaires. Depuis 10 ans, je pars à la rencontre des maîtres d'arts martiaux dans leur pays d'origine. À chaque fois, j'ai dû me remettre en question, m'adapter en sortant de ma zone de confort. J'ai profité un maximum de ces voyages initiatiques auprès des maîtres et de replacer les arts martiaux dans leur environnement culturel et géographique. Voici ce qui s'est passé et qui a changé ma vie. Eh ben, ça, c'était un extrait des différents documentaires Enter Martial. Pouvez-vous nous raconter un petit peu? Alors, après cette idée qui est venue comme ça, j'ai rencontré un ami qui vivait aux Philippines, qui vit toujours aux Philippines, et que je n'avais pas vu depuis au moins 10 ans. Et je le croise à un stage au dojo de mes parents, alors que j'y allais jamais, mais comme on dit, le hasard n'existe pas. Je le rencontre et là on commence à reprendre, on discute, qu'est-ce que tu fais? Je lui raconte que je commence à réaliser des vidéos d'arts martiaux avec différents maîtres pédagogiques. Et je lui parle de cette idée que j'avais, parce que comme il vivait en Asie. Et là il me répond tout simplement, mais pourquoi tu viens pas aux Philippines?
moi, je connais plein de maîtres. Et là, je regarde et je fais, mais t'es sérieux? Il me dit, ouais, complètement. Si tu veux, je t'ouvre les portes et tu peux réaliser ton documentaire. Donc, j'ai dit, bon, ok, je vais y penser, mais laisse-moi un peu le temps. Il n'y a pas de souci. Pendant 15 jours, ça a trottiné dans ma tête. Et puis, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ça tient toujours? Il me dit, oui, quand tu veux. Je lui ai dit, bon, ok, je prends le billet, j'arrive dans 6 mois. Et la série de documentaires a commencé comme ça. Et j'ai pris mon billet d'avion, je suis arrivé aux Philippines. Et c'est là où j'ai découvert les arts martiaux philippins. Je suis tombé amoureux des arts martiaux philippins jusqu'à partir en vivre aux Philippines. Voilà. Et tous ces documentaires se sont réalisés un petit peu comme ça. Parce que quand je suis rentré des Philippines, j'ai commencé à tourner une vidéo pédagogique avec un sensei, Zenei Oshiro, donc du Goju-ryu. Et on discute après le tournage. Il me dit, alors, comme ça, t'as voyagé cet été en Asie? Je lui dis, oui, j'étais en Asie. Il me dit, ah, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as fait? Donc, je lui raconte le projet du documentaire. Il me dit, ah, mais c'est vachement bien, mais pourquoi tu ferais pas ça à Okinawa? Et je lui dis, bah oui, mais j'aimerais bien, mais je connais personne. Et il me dit, mais si, tu connais quelqu'un, moi. Je lui dis, mais sérieusement? Il me dit, bah oui, si tu as envie de faire pareil, il me dit, bah, tu me le dis et tu viens et moi, je t'ouvre les portes. Voilà. Et chaque documentaire s'est passé comme ça, avec les belles rencontres, des gens que je connaissais déjà, un ami que je connaissais depuis 15 ans, que je n'avais pas revu, et il vient à la première que je fais pour les documentaires en terre martiale, il vient me voir et me dit, ah, c'est génial, mais il faut que tu rencontres mon maître chinois, il faut que tu viennes avec moi. Je lui dis, oui, mais bon, c'est un peu compliqué. Il me dit, non, mais on va faire que ça puisse se faire. Et c'est comme ça que je suis parti m'entraîner en Chine, faire un documentaire sur le Yichuan. Et ce maître-là m'a permis de rencontrer un autre qui m'a rencontré avec le Wudang. J'ai rencontré un autre ami, et ça faisait 25 ans qu'on se connaissait. Il me dit, ouais, bon, j'ai vu tes documentaires, c'est génial. Il faudrait que tu viennes avec moi maintenant au Vietnam pour rencontrer les maîtres au Vietnam. Et je dis, ben, allez, banco, quoi. Et donc, je suis parti avec lui. Mais ça a été que comme ça, que par des rencontres d'amitié avec des gens qui s'entraînaient comme moi depuis très longtemps et qui allaient régulièrement dans le pays, qui avaient une porte d'accès et qui ont mis leur soi en avant, leur gage en avant par rapport à leur maître. Ils leur ont dit, voilà, faites-lui confiance, je m'engage pour lui, et que si ça ne se passe pas bien, c'est moi qui prendrai tous les pots cassés. Donc ils se mettaient en avant par rapport à ces maîtres pour que je puisse réaliser ces documentaires. Eh ben, c'est des documentaires qui sont très bien réalisés. Moi, j'ai pu regarder presque tous les documentaires. Et d'un point de vue culturel, d'un point de vue état d'esprit martial, franchement, c'est vraiment, on sent, on est plongé au cœur de la pratique. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce genre de reportage qui existe peu et que j'ai très bien apprécié. J'essaye surtout dans ces documentaires d'immerger le spectateur, c'est qu'il rentre dans un univers, et qu'il arrive dans cet univers en se disant, ok, ça se passe vraiment comme ça. Et j'ai des gens, des internautes qui m'envoient des messages et qui disent, j'ai vu ton documentaire, ça m'a donné envie d'y aller. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu la même chose. Il m'a dit, mais c'était génial. J'avais l'impression d'avoir un rêve d'enfant parce que je l'avais vu à la télé et j'ai revu exactement et ça se passe vraiment comme ça là-bas. Et pour moi, ce côté réaliste est très important, de ne pas surenchérir ou de préparer des tournages, de dire voilà, là on va faire ça, là on va faire ça. Non, c'est vraiment la réalité même quoi, de la vie qui se passe dans les lieux avec les maîtres et pas d'essayer de mélanger, de faire du spectaculaire, mais de vraiment laisser les choses telles qu'elles sont et de raconter ce qu'elles sont, tout simplement. Je vais vous montrer quelques photos et pouvoir les décrire, s'il vous plaît. Pas de souci, avec grand plaisir. Alors ça, c'est le premier, c'est tout en haut à gauche, direction Okinawa. J'ai beaucoup de gens, à travers ma chaîne YouTube ou à travers les internautes qui achètent mes documentaires, les films, qui me contactent parce qu'ils veulent aller à Okinawa. Et c'est leur rêve de pouvoir partir dans le berceau du karaté. Et à chaque fois, je répondais tout le temps à leurs messages et je racontais toujours les mêmes choses. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même que je fasse un truc pour éviter que je raconte toujours la même chose.
pour m'éviter de perdre du temps et de faire une vidéo là-dessus. Et donc j'ai fait une vidéo pour expliquer aux gens quel est le procédé, comment on peut aller à Okinawa, parce que c'est pas comme ici, où on arrive dans le dojo, on demande les horaires, on demande le tarif, et puis on va faire son certificat médical et on va s'entraîner. C'est un autre état d'esprit en Asie, et si on n'est pas introduit, il faut comprendre en fait ce système. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est bon, on est parti. Juste en dessous, c'est un souvenir avec du Huichiryu à Okinawa. C'était la première fois. Donc là, c'est un maître qui est réputé. Et il est considéré en fait comme l'homme le plus puissant d'Okinawa. Donc, quand il est venu en France sur les festivals de Bercy, par exemple, lui, il adorait se casser les battes de baseball sur les orteils, pour dire à quel point il est extrêmement puissant et résistant. Et j'ai fait des cours avec lui et c'était extrêmement dur. Donc déjà parce qu'il savait que je venais pour filmer, mais en plus il savait que je venais d'un autre style que le sien, et il m'a fait travailler de juste ce qu'il fallait pour me faire comprendre en fait que j'avais encore beaucoup de travail. Et ça c'était en 2009, et depuis je pense qu'il y en a toujours encore, quand je vais le revoir, il y en a toujours encore à chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir les bons sensei qui nous amènent à comprendre qu'on a fait des progrès, mais qu'il y a encore un bon chemin à faire devant. Au centre, et là c'est mon papa. Et là, pour cette photo exactement, je lui ai servi de partenaire lors de son passage de grade pour son 7e dan. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, beaucoup motivé, et qui a été très tolérant dans ma quête en fait, de recherche, d'aller pratiquer ailleurs. Il y en a beaucoup qui veulent qu'on reste dans sa pratique, dans la pratique familiale ou dans le style. Il ne faut pas aller voir ailleurs, il faut rester dans sa pratique. Et lui, je lui disais, non, je vais aller faire ça, je vais essayer. Il me dit, ah non, mais vas-y, va essayer, il n'y a pas de souci. Et il savait que s'il m'empêchait, en fait, j'allais le faire quand même, et que ça allait m'empêcher d'aller continuer après le karaté, que ça allait créer quelque chose d'inverse. Alors que là, il a carrément ouvert les vannes, il m'a dit, non, mais il n'y a pas de souci. Puis même, il m'a amené dans des stages, il a acheté des livres de sensei qu'il m'a fait faire dédicacer, qu'il est arrivé après, il me les a offerts après. Donc il avait vraiment fait des efforts supplémentaires, comme ma mère, compréhensive aussi. Et tous les deux, on fait vraiment, en fait, derrière, de me laisser faire les choix, tout en me disant, fais attention. Pas me dire, non, fais pas. Il me dit, fais attention. Il peut se passer ça. Bon, après, tu le fais, tu verras bien, quoi. Donc, ils sont vraiment importants parce qu'ils m'ont vraiment aidé à me réaliser, à faire ce que j'avais envie de faire, à croire en moi quand moi, j'y croyais pas, à être mes premiers fans. Et voilà, c'est important, même si on sait que c'est un amour inconditionnel, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de savoir que ses parents sont fiers de nous. Donc, et ça c'est super important, je trouve. Après, la photo d'en haut à droite, c'est Maître Li Min, donc du Wudang. Donc Wudang, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une référence, c'est Tigre et Dragon, où on voit dans le film les personnages voler dans les arbres. C'est tiré de la mythologie et le folklore taoïste chinois. Et une grande partie de ce film a été tournée dans ces lieux-là, dans ces lieux sacrés, donc taoïstes. Et il est dit qu'en Chine, le Tao, c'est la Chine, et la Chine, c'est le Tao. Donc en fait, on ne peut pas les enlever. Le Tao, pour le représenter, c'est le yin-yang. Tout tourne autour du yin-yang. Donc si on ne comprend pas le yin-yang, on ne peut pas comprendre le Tao. Si on ne comprend pas le Tao, on ne peut pas comprendre déjà le début d'une culture chinoise, globale, sans rentrer dans les ethnies, etc., mais vraiment le taoïsme. Et à partir de là, eux, c'est des moines taoïstes, guerriers, et ils se sont spécialisés dans la pratique des arts martiaux, comme d'autres vont se spécialiser dans l'herboristerie ou dans le yiking, la divination, la médecine. Et il y a plein d'arts taoïstes. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer par 2 fois au Wudang. Donc la première fois, c'était avec Maître Li Min, et grâce à Charles-Henri Belmont, qui est un disciple donc, du Wudang, de la lignée. Donc il est rentré dans la lignée, donc un arbre généalogique. Il est dedans, il fait partie des disciples, il est reconnu, il a l'agrégation par le Wudang de pouvoir l'enseigner.
Et cette personne-là m'a fait confiance aussi de le suivre parce qu'il avait vu les autres documentaires, de pouvoir y aller. Donc j'y suis allé et je me suis entraîné. Ça a été très compliqué, pour être franc. J'ai passé 3 semaines avec eux. J'ai eu l'interview du maître Limine la veille de partir, alors que j'ai passé 3 semaines sur place. On s'entraînait tous les jours. Je me disais, mais je vais repartir, je me suis entraîné, c'est bien, j'ai des images de temple, j'ai des images d'entraînement, c'est chouette, mais j'ai pas d'interview. Et pour un documentaire, c'est obligatoire. Mais c'est sorti. Mais la première semaine, il s'occupait quasiment pas de moi. Il était juste en train de me tester, chose que j'ai compris après. Il me testait, il regardait qu'est-ce que je faisais, comment je me comportais dans les temples, dans l'entraînement. J'avais fait des images avec ce que je pouvais parce qu'il me montrait quasiment rien. Et je lui ai fait un pré-montage, comme ça, de quelques petites images. Et je lui ai montré un soir. Et là, il a regardé, il a vu les détails en fait que j'étais en train de regarder. Et c'était des détails qui étaient importants pour eux dans la pratique du tai chi de Wudang. Et il a vu ça, et le lendemain, c'est là où a commencé vraiment ma pratique, et c'est là où il a commencé à m'expliquer, etc. Donc, ça a vraiment été une initiation. Et la deuxième fois, quand je suis revenu, donc entre-temps, je l'avais revu en France, ça s'était bien passé, je suis reparti une deuxième fois, et là, j'ai rencontré son maître, qui est le maître de tout Wudang, et qui représente aussi toute la culture taoïste, avec les maîtres taoïstes, qui est invité par le gouvernement pour représenter pour plein d'événements. Et ce maître-là, il est absolument incroyable. Et à la fin, il m'a dit, ouais, c'est bien, maintenant il faut que tu deviennes taoïste. Je lui ai dit, oui, j'y penserai. Donc, il m'avait bien accepté à l'intérieur, et donc il me faisait venir partout. Donc c'était vraiment bien, où là on a pu avoir vraiment des échanges plus profonds. Il y a eu des échanges, il m'a dit non, ça, je veux pas que ça soit enregistré, c'est juste entre nous. Donc vraiment, c'est de pouvoir rentrer là-dedans, et c'était vraiment intéressant. Et la dernière, c'est mon petit sensei chouchou en France, c'est Zenei Yoshiro. C'est grâce à lui que je suis parti à Okinawa. C'est avec lui que je faisais... des premiers stages. Je l'ai rencontré en 2000, à un stage que fait organiser la fédération de karaté à l'époque. Il avait une belle moustache. Ça faisait quelques années à peine 10 ans qu'il était en France. Avant, il ne connaissait même pas la différence avec son style et le Shotokan, par exemple, parce que pour lui, il n'y en avait pas à Okinawa de Shotokan. Et donc, à partir de là, il m'a permis de rencontrer plein de gens, et surtout un très bel accès, avec une très très belle personne, avec une bonhomie, toujours un sourire, un mot bienveillant, toujours là pour aider. Et pour moi, c'est vraiment la personne, quand je le vois, j'ai envie d'être comme lui en tant que sensei, pas dans sa pratique, mais dans l'homme qu'il est par rapport aux autres. Parce que c'est quelqu'un qui amène de la joie, il fait plaisir aux gens, il permet des rencontres. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte la pratique des arts martiaux? Tout, c'est une vie. C'est devenu, au début, c'est un art de vie, c'est plein de choses en même temps, mais c'est surtout une façon de vivre, un style de vie, dans un sens où on est dédié à cette pratique. Mais ça me permet de voyager à travers le monde. Ça me permet de rencontrer des personnes merveilleuses, d'être aujourd'hui dans les causeries, parce que je pratique les arts martiaux, que c'est une passion, c'est un métier, c'est une passion. J'ai la chance de vivre un métier-passion, de pouvoir le partager, de communiquer cette passion, de la transmettre aux autres, de leur dire que cette passion, ce n'est pas forcément la mienne, mais c'est la nôtre, et de vraiment la partager, de la donner, et de donner ce bonheur aux gens, que quand ils viennent sur un tatami, des fois, on le voit, ils sont pas bien, ils ont passé une sale journée. Et quand ils repartent, ils sont heureux, ils sont légers, ils ont le sourire. Ça leur a fait du bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de ramener ça aux gens, de leur donner un échappatoire. Que ce soit parce qu'ils font partie d'un groupe et qu'ils viennent juste pour se faire plaisir, que ce soit parce qu'ils ont besoin de se tester physiquement et par rapport aux autres, et de se retrouver, d'avoir une vraie identification martiale, ou tout simplement parce qu'ils ont envie de progresser dans l'art, de connaître l'histoire, la culture. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux, parce qu'on partage, un vrai partage, dans les deux sens.
Et cette transmission, vous n'êtes pas seulement partagée en termes martial, mais vous avez aussi d'autres plateformes sur YouTube, ou vous avez des podcasts, ou sur, vous voyez, ou sur votre lien. Je vais vous passer quelques photos, vous allez pouvoir décrire justement les différentes choses que vous essayez de transmettre. Alors en haut à droite, c'est sur la chaîne YouTube. Donc il y en a deux. Il y en a une, c'est pour ma société Imagine Arts, et l'autre, c'est pour la mienne, c'est à mon nom. Et dans les deux, je réalise comme des causeries. Donc c'est la parole aux pratiquants. Et au début, ces paroles aux pratiquants, c'était venu pré-Covid, où j'invitais juste des pratiquants. J'invitais pas des experts, parce que les experts, on les mettait souvent en avant, on les mettait souvent en interview, on a récupéré régulièrement en fait leurs paroles. Et je me disais que les petites fourmis ouvrières, ceux des petits clubs qui travaillaient toute l'année pour faire fonctionner les grandes fédérations, faire venir les grands experts, et c'est les petits enseignants, dans le sens petit, parce qu'ils ne sont pas connus, ils font le travail dans l'ombre, mais ils font un travail remarquable. Et je voulais leur mettre un coup de projecteur dessus, et j'ai commencé comme ça, la parole aux pratiquants, où j'ai fait venir des amis professeurs de différents coins de la France, de différentes disciplines, pour qu'ils puissent parler de leur passion, de comment ils sont rentrés dans cette passion, leurs problèmes, leurs réussites. Et arrivé pendant la pandémie, les sensei, ils étaient beaucoup plus disponibles. Et donc, je les ai contactés, je leur ai dit, ça serait bien maintenant qu'on puisse le faire et qu'on discute, mais non plus techniquement, parce qu'on vous connaît sur le tatami, on vous voit tout le temps exposé, mais là, j'aimerais bien qu'on rentre dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, comment vous êtes arrivé sur un tatami, et qu'est-ce qui se passe depuis. Et donc, de faire des interviews avec ces gens-là. Et donc, pendant 1 an et demi... toutes les semaines, quasiment, je faisais une interview avec des grands sensei. Ça a été exceptionnel de pouvoir les rencontrer. Là, maintenant, je continue avec des formats de podcast, des interviews. J'essaye de toucher différents publics, avec que ce soit des grands experts ou des petits enseignants, voire des athlètes moins connus, des paras aussi. Voilà. Donc, vraiment de toucher tout le spectre des arts martiaux, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Après, je réalise des vidéos, donc des documentaires qu'on retrouve en haut à gauche, que ce soit en DVD, en téléchargement, qu'on retrouve aussi avec des vidéos pédagogiques. Donc ici avec Jean-Marc Chameau en Aikido, mais il y en a aussi avec du karaté, du Nyon Taijitsu, du Tai Chi, sur différents. Et tout ça est aussi récupérable via une plateforme que j'ai mis en place. C'est une plateforme de streaming, Imagine Arts Digital. Et pour finir, oui. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui. Continuer avec passion, avec le cœur. C'est transmettre avec son cœur, s'entraîner avec son cœur, échanger avec le cœur, donner avec du cœur sans attendre quoi que ce soit. Faites-le parce que vous en avez envie. Et quand vous le faites, naturellement, ça vous reviendra au centuple. Eh bien, Lionel Froidure, merci pour cette causerie. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie avec d'autres invités. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.